Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com, Thomas Elexhauser, secrétaire général des centristes et conseiller départemental de l'Eure, Pascal Bataille, animateur, producteur et chef d'entreprise, et Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation. Vous êtes journaliste spécialiste de l'éducation, vous avez travaillé longtemps pour l'étudiant et vous collaborez encore avec Le Parisien et l'hémicycle, absolument. Mon ami Eric Revel. Absolument. Macron, l'influenceur, en tout cas, il a effectivement ce matin le titre du Parisien était assez bien trouvé. C'était 36-15, j'existe. Régularisation, Retailleau demande au préfet de serrer la vis. La mort de la jeune Amandine. Que fait la protection de l'enfance? Il y avait eu des signalements et puis le kidnapping d'un PDG de la tech à Vierzon avec les résultats. Là, c'est un coup de cœur et un coup de gueule. Coup de cœur pour la gendarmerie qui, en 48 heures, a réussi à le libérer. On va parler de tous ces sujets. Pardon ? Et sa femme et aussi, sa femme qui aussi. était détenue dans notre département français. Dans une voiture, on a retrouvé dans une voiture. On va évidemment en parler parce que c'est une affaire assez choquante et assez symptomatique de la société dans laquelle nous vivons. Un coup de cœur pour la campagne de com de Sud Radio. Parlons vrai, dans de nombreuses villes, il y a des panneaux partout où vous pourrez voir André Berkoff, Cécile de Ménibus et Philippe David. Bref, on est partout, à Avignon, à Marseille, à Pau, à Bayonne, à Lyon. Les fréquences sont un peu différentes en fonction des villes, mais avec le DAB+, ça se met automatiquement sur la station. On va continuer rapidement le tour de table. Gilbert, alors c'est un peu dans la poursuite du coup de gueule ou du coup d'inquiétude d'Arnaud. Alors, on est focus un peu. Alors, c'est à la fois un coup de cœur et un coup de griffe. Parce qu'en fait, c'est une réaction. Vous savez que Trump a annoncé 500 milliards sur la table pour cadeaux. D'ailleurs, ça plaît pas beaucoup à Musk. On sent que ça commence à tirailler. Donc 500 milliards pour les leaders du digital face à une Europe qui bouge assez peu. Et c'est ça qui m'inquiète en réalité. Il en va de notre souveraineté. Alors, face à cette action et ces investissements massifs pour prendre le leadership mondial, puisque la nouvelle guerre, elle se fera non pas avec des armes, mais à travers les tuyaux et à travers l'économie, face à une Europe complètement passive. Pourtant, Mario Draghi avait fait un rapport en disant qu'il faut investir massivement il y a déjà un an, ça n'a pas bougé. Moi, je voulais souligner pour une fois l'initiative des Anglais, puisque l'autorité de régulation antitrust anglaise a ouvert une enquête contre Apple et Google pour savoir s'ils n'étaient pas dans une position dominante sur des marchés stratégiques. Alors, et en plus, sur la base d'une loi qui s'inspire de la loi européenne, le DMA, le Digital Market Act. Donc ça veut dire que, pour une fois, les Anglais ont joué avec leur camp et pas contre l'Europe et pas pour les États-Unis. Alors évidemment ils ont dit on veut travailler avec vous et on sera content de continuer à travailler avec vous. Et du reste, quand je dis tout ça, je dis que moi-même j'utiliserai Google et j'offrirai volontiers un Apple à mes enfants s'ils le souhaitent. La vérité, en fait, l'essentiel pour moi est de réguler. On ne peut pas laisser partir les datas. Vous savez, il y avait un chercheur en IA qui me disait à chaque fois vous et moi on va sur ChatGPT, on laisse $150 à OpenAI. C'est ça aujourd'hui, c'est qu'on fait partir les data. Les 500 milliards seront pour créer des serveurs massifs grâce au pétrole qu'il ira chercher, à l'énergie qu'il ira chercher dans des zones où pourtant c'était interdit ou en tout cas protégé. Donc ça veut dire que cette initiative, mon coup de cœur, c'est pour les Anglais. Une fois n'est pas coutume, parce que on peut dire qu'après le Brexit, on leur en voulait beaucoup. Et bien cette initiative qui consiste à dire attention, on ne peut pas faire n'importe quoi avec le digital face aux géants du web. Et bien moi je dis thank you very much. Encore une fois, les Anglais ont tiré les premiers. Ouais. Mais j'entendais hier que OpenAI ne gagnait pas d'argent. En fait, que quand on tape et qu'on pose une question à ChatGPT, ça leur coûte beaucoup. Pour l'instant, ils sont encore déficitaires. Ils sont déficitaires. C'est comme ils expliquaient que c'est comme Amazon qui a été déficitaire pendant un moment et après. Twitter aussi qui appelle. Et puis vous savez, c'est comme on a des licornes en France. On a des licornes. Les licornes, ce sont les entreprises valorisées à plus de 1 milliard d'euros. Il y en a beaucoup qui ne gagnent pas encore d'argent. Et pourtant, elles sont valorisées massivement. Et si vous avez des actions de Doctolib ou de Fortuné ou quelques-unes comme ça, vous pourrez faire fortune. Donc ça veut dire que, évidemment, c'est le potentiel qu'elle représente. Allez, on va rentrer dans le dur avec vous, Thomas Elexhauser, dans la politique française et internationale, puisque ça parle de l'Algérie. C'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule pour ce qui s'est passé au Parlement européen cette semaine, puisqu'il y a eu une résolution qui a été mise au vote, présentée par 5 groupes sur 8,
pour Boualem Sansal. Et donc, nous avons eu 530 voix pour cette résolution et malheureusement 24 voix contre, dont plusieurs élus du groupe LFI. Et c'est un véritable coup de gueule parce que Rima Hassan, qui se fait la porte-étendard de ce vote contre la résolution, a non seulement voté contre, mais tenté de justifier son vote. Et notamment, je cite un de ses tweets, que son vote contre n'était pas arrêté, que le franco-algérien dont on parle n'a pas été arrêté pour ses œuvres, mais sur le fondement de l'article 87 bis du Code pénal algérien. Donc on en vient à chercher des justifications juridiques dans le Code pénal et l'application du Code pénal algérien pour justifier qu'un franco-algérien est retenu contre son gré en Algérie pour avoir été à un moment capable de penser, d'écrire, de s'exprimer, ce dont on est en libre de droit d'espérer pour tout un chacun. Et donc je suis complètement atterré, ahuri par cette volonté non seulement de voter contre, Manon Aubry elle s'est abstenue seulement, mais de voter contre, mais d'aller chercher la justification et de se faire le porte-voix en réalité du régime algérien contre un de nos citoyens qui est retenu contre. Je vous rappelle que Rima Hassan voulait demander des comptes, dans une hypothèse où ils arrivaient au pouvoir, j'imagine, aux journalistes de BFM parce qu'ils avaient interviewé des militaires israéliens. Donc on est dans la stratosphère. Je note en tout cas que chez LFI, Ruffin ce matin disait d'une radio concurrente qu'il était évidemment pour cette motion, évidemment, et il s'opposait à Rima Hassan fortement sur ce sujet. Sauf que Manuel Bompard, ce matin, soutient Rima Hassan. Il faut rappeler que ces votes d'urgence sont d'une hypocrisie totale, et il ment. Il dit en 15 mois de génocide à Gaza ou en plusieurs mois d'agression au Liban, pas un seul texte n'a pu être présenté au vote par les eurodéputés. C'est faux. Il y a eu de multiples votes au Parlement sur Gaza. Ils disent que c'est de la provocation d'attaquer Rima Hassan. Cette résolution s'inscrit dans l'escalade irresponsable engagée en France depuis plusieurs mois sous l'impulsion de Bruno Retailleau. À la France Insoumise, nous dénonçons fermement cette surenchère. Donc en gros, qui crève en tôle, pardon de résumer ça comme ça. Il dit si nous avons évidemment des désaccords avec le régime algérien, c'est soft, hein, vous prendrez bien une tasse de thé et un nuage de lait pour rester avec nos amis anglais et continuons à demander la libération de Boualem Sansal. J'ai pas entendu beaucoup de gens de la France Insoumise le réclamer. Nous voulons les régler par les discussions et la diplomatie. Quand il sera mort. Voilà. Mais vous savez, on retrouve cette idée dans le cordon sanitaire belge, complètement surréaliste, qu'ils ont opposé à certains médias, notamment CNews, pour pas leur parler. Et puis, finalement, comment dire, ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire, ce qui est bien, c'est ce qui est bien pensant. Et tout ce qui sort de cette bien-pensance, on ne leur donne pas la parole, on refuse les interviews. C'est totalement surréaliste ce qui est en train de se passer. Tout est à double tranchant. Il n'y a aucune normalité. On s'invective sur un sujet, mais un autre sujet, on le relativise complètement et on prend les arguments de la puissance qui attaque volontairement la France pour justifier de son vote dans une instance européenne au nom de la France. Et à un moment donné, il faudra quand même se poser la question de savoir qui est Rima Hassan. Parce que il y a un moment donné, on peut jamais faire une critique sur Rima Hassan. Je sais pas si vous avez remarqué, dès que vous dites Rima Hassan, pourquoi elle est fantastique, elle est merveilleuse, pourquoi vous l'attaquez, etc. Non, mais je parle de la France Insoumise. Il y a un moment donné, il faudrait quand même savoir c'est quoi le deal en vérité, parce que on comprend que cette demoiselle avait quand même obtenu un travail chez L'Oréal. On va quand même le répéter, elle s'occupait de la diversité chez L'Oréal, qui a quand même été obligé de la suspendre parce que, en effet, peut-être que c'était un peu too much ce qu'elle avait dit. Mais enfin, même la direction de L'Oréal s'est complètement écrasée devant cette jeune fille. Donc il y a un moment donné, moi j'aimerais bien savoir qui est vraiment Rima Hassan. C'est-à-dire qu'elle arrive à avoir des boulots quand même assez prestigieux chez L'Oréal. Maintenant elle fait de la politique, elle est intouchable. Dès que vous dites un truc, vous regardez la réaction que ça provoque chez quand même des gens qui représentent un tiers de l'Assemblée nationale. Hein, parce que elle est défendue dans son propre camp, guerre au-delà quand même, et encore pas par tous. Par tous dans son propre camp. J'ai pas vu beaucoup de médias l'attaquer entre nous. Hein. Oh, si, quand même. Enfin, elle est quand même assez généralement mise en cause, critiquée, voire honnie. Cela dit, effectivement, ce vote est totalement... Enfin, quelque part, on se dit que les adversaires de LFI devraient plutôt se réjouir de ce type d'action et surréaliste, parce qu'ils se donnent le bâton pour se faire battre à un point où, effectivement, le plus profond des masochistes aurait des leçons à prendre. Mais au-delà de ça...
ce que vient de dire Gilbert sur la liberté d'expression me semble extrêmement importante, sauf qu'il ne faut pas que ce soit simplement à géométrie variable, cette liberté d'expression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses graves qui se passent, c'est-à-dire que des concepts lourds, comme par exemple celui d'antisémitisme, sont galvaudés, comme celui de sexiste, comme celui de complotiste, par exemple. On emploie des adjectifs qui sont lourds, qui sont des concepts importants, qui sont des concepts juridiques, définis par des lois, pour certains, comme l'antisémitisme en tout cas, ou le racisme, et on les emploie tellement à tour de bras pour dénoncer n'importe quelle expression qui peut déplaire, que effectivement la liberté d'expression, elle est en ce moment menacée, mais dans tous les sens, y compris par LFI, bien évidemment, mais pas que par LFI. Hein. Vous avez oublié le mot islamophobe. Oui, le mot islamophobe, tout à fait. Mais qui est peut-être... Non, mais pareil, Valérie, vous avez tout à fait raison de le dire, islamophobe, tous ces concepts qui sont des concepts lourds sont en train d'être galvaudés, et en galvaudant ça, on met en danger non seulement la liberté d'expression, mais au-delà de la liberté d'expression, c'est la liberté de penser, parce que quand on ne peut plus parler et s'exprimer, on ne peut plus penser. Il y a la loi, je rappelle qu'il y a quand même 1570 actes antisémites, je ne pense pas qu'il y ait d'autres... Non, il y a des actes antisémites, il y a des actes... il y a des lois... C'est pas galvaudé l'antisémitisme, pardon. Jean-Marie Le Pen était un antisémite, il a été condamné pour ça. Dieudonné est un antisémite, il a été condamné pour ça. Éric Zemmour est un raciste, il a été condamné pour ça. Mais je ne peux pas dire que un tel ou un tel autour de cette table est un raciste ou un antisémite sous prétexte que son opinion ne me convient pas. Ou un islamophobe. Et il faut arrêter avec ça, parce que c'est ça qui est très dangereux en ce moment. Là, on dévie du sujet de Rima Hassan. Non, je vous ai dit à quel point ce vote était suicidaire. Et pour reprendre un petit peu ce que dit monsieur sur Rima Hassan, c'est qu'au-delà de l'article 87 bis du code pénal algérien, c'est qu'elle justifie aussi la condamnation et son vote par le fait que monsieur Boualem Sansal serait une personnalité d'extrême droite. Oui, voilà. C'est dans le tweet. C'est dans le tweet. C'est clairement ça. Une personnalité d'extrême droite. Donc il n'a pas le droit de s'exprimer, il n'a pas le droit d'être libre. C'est terrible. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité. Donc on a évoqué ce sujet qui fait beaucoup réagir évidemment. Donc Rima Hassan qui hier au Parlement européen a voté contre la motion qui était présentée de libérer pour la libération de Boualem Sansal, Manon Aubry qui s'est abstenue. On peut revenir également sur dans l'actualité, il y a le président de la République. Donc 36-15 j'existe, c'est le très bon titre du Parisien aujourd'hui. Donc le président de la République, je ne sais pas si on a le son, j'ai pas prévenu le réalisateur. Hier, vous avez un TikToker et pas n'importe lequel, s'est indigné du fait qu'il avait été verbalisé parce qu'au péage il lui avait payé avec son téléphone portable, puisqu'on peut payer avec son téléphone portable. La fonctionnalité Apple Pay. Avec la fonctionnalité Apple Pay, mais ça veut dire que quoi ? Il y a une borne, c'est dans une cabine, on vous tend le... Il y a un sans contact. S'il y a le sans contact, ça veut dire que vous pouvez payer au péage. Non, ça n'a pas marché. Parce qu'ils prennent peut-être que le péage vraisemblablement ne prend pas la possibilité de payer avec Apple Pay. Puisqu'il a payé avec Apple Pay. Donc la problématique, en fait, ce que nous expliquait Jonas Haddad hier, c'est que la loi dit que vous ne pouvez pas avoir votre téléphone en main si le moteur n'est pas éteint. Donc il a dû payer comme ça. Est-ce qu'il avait le téléphone avant ? On ne sait pas. En tout cas, il dit que les policiers, les gendarmes lui ont foncé dessus. Ils l'ont interpellé, qu'il a perdu 3 points, plus une amende de 190 €, je crois. Et il l'a tweeté. Et Emmanuel Macron lui a répondu hier. Je vous propose d'écouter. Je ne suis pas d'accord. Je crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Donc j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Merci pour l'alerte. Avec un petit clin d'œil. Donc, depuis, on a appris que cet influenceur qui a plus de 250 000 followers, comme on dit, est quelqu'un qui crache sur la France, qui crache sur Macron, qui poursuit un certain nombre qui fait un certain nombre de... Les filles voilées à 7 ans. Les filles voilées, la musique c'est haram. Une femme ne doit pas avoir d'amis garçons, sinon il lui fait une balayette. Enfin bon, quelqu'un de recommandable. Comment le président de la République peut répondre
à un individu comme celui-là, de cette manière-là, sans vérifier le pédigré. Mais l'Élysée est très content parce que, figurez-vous, ça a fait 5 millions de vues. Bien sûr. Non, mais moi, ce qui me dérange... Alors, attendez, Gilbert, Ce qui me dérange le plus, je vais vous dire, quand j'ai vu le selfie, en fait, il s'est filmé tout seul, mal cadré. Finalement, il n'est pas super élégant. Je me dis, merde, c'est pas digne de notre président de répondre de cette manière, parce qu'à la limite, bonne question, mauvaise réponse. Mais en tout cas, il y avait un sujet. C'est vrai que le digital, on en parlait tout à l'heure, doit progresser dans les habitudes et les usages. Donc, à la limite, ça me dérange pas. Maintenant, pouvoir communiquer de cette manière, moi, ça me dérange un peu, parce qu'il faut quand même un peu de cérémonial. Quand le président prend la parole, il peut pas la prendre comme ça. À mon avis, je trouve qu'il aurait pu traiter le sujet par le haut, et il l'a traité par la petite fenêtre, et c'est dommage. Maintenant, on est dans la société de l'instantanéité. Il a répondu, je pense, en une fraction de seconde. Et puis, vous savez qu'au château, tout le monde, il fait ce qu'il veut. Enfin, c'est-à-dire que s'il veut répondre, il répond, et il va pas demander à ses services de faire une enquête sur le. Oui, mais enfin, il aurait dû peut-être. Mais moi, je pense aurait dû, bien sûr. C'est excusez-moi de parler boutique, mais je pense que la particularité de ce que nous vivons, la séquence dans laquelle c'est que la com politique est morte. C'est un spécialiste qui en parle. Voilà, on ne réfléchit plus du tout au message, on ne réfléchit plus du tout au support de ce message, on ne construit rien, et on est sur l'immédiateté. L'immédiateté n'est pas un mode politique. La dernière fois que ça s'est produit, et en plus c'est un très mauvais message, la dernière fois que ça s'est produit à ce niveau-là de bêtises, c'était François Hollande. Oui, avec Leonarda. Leonarda. Ah là là. Je veux dire, que Emmanuel Macron fasse attention que ça ne devienne pas sa Leonarda quand même. Parce que c'est exactement ça. On ne réfléchit pas. Il y a un glandu au château qui a dû lui dire il faut que vous réagissiez, c'est fantastique, c'est merveilleux. Vous imaginez le président de la République dans la période dans laquelle on vit, il y a la guerre en Ukraine, il y a 3300 milliards de dettes, il n'y a pas de majorité, il y a un gouvernement dont on ne sait pas s'il sera là au mois de février. Il y a Donald Trump qui vient de prendre le pouvoir. L'Europe, ça va pas terrible. On se fait virer de partout en Afrique. Nos appros ont disparu, etc. Et le président de la République répond à un TikToker sur un sujet si banal. Mais même pas banal. C'est totalement anecdotique. C'est le président. Il y a le président normal, ça va être le président banal. Enfin, je veux dire, bravo Emmanuel Macron. Donc 2017, la Startup Nation, et on finit avec la SAV. On s'est fini avec la SAV Apple Pay. En plus, elle est contre les forces de l'ordre de dire on va régler ça avec le ministre de l'Intérieur. Moi hier, j'avais pas compris. Je me suis dit pourquoi il parle du ministre de l'Intérieur. J'imagine, il lui a dit mais qu'est-ce que c'est que ce dossier qui m'est trouvé. Il n'a pas été interrogé. Un auditeur me dit apparemment il n'y a aucune trace de l'amende ni de points en moins. Et ce matin, le Parisien nous dit aussi l'Élysée assume et dessine un nouveau rôle pour le chef de l'État qui entend se positionner comme une sorte de lanceur d'alerte, ouvrez les guillemets fermés, en se faisant chambre d'appel et transmetteur. Non mais Valérie... C'est l'Élysée qui dit ça. La semaine de l'Élysée a été... La semaine de l'Élysée a été absolument ridicule, parce qu'il y a cette séquence dont nous venons de parler avec le TikToker, mais j'ai été ahuri de la réaction du président sur les crédits alloués au sport. Ce n'est pas au président de la République, qui est responsable de plus de 1000 milliards d'euros de déficit, de taper à ce point le gouvernement et le Premier ministre sur des budgets d'orientation vis-à-vis du sport, et de prendre position sur une tribune ouverte de sportifs contre son Premier ministre qui l'a nommé, et contre son gouvernement qui essaye, tant et bien que mal, d'arriver à trouver une solution pour faire voter un budget à la France en février 2025, alors qu'il aurait dû l'être en octobre de l'année dernière. C'est une semaine du ridicule absolu, et qui en plus est alarmante, parce que le président Trump, on peut lui trouver tous les défauts, mais il défend un discours de dire tout est à nouveau possible. L'action publique, l'action du chef de l'État américain, l'action des États-Unis, tout va être possible. Et nous en sommes à Apple Pay, TikTok et les sportifs Léo Marchand et la Tribune. C'est grotesque. Ouais. Pascal, bataille, cette séquence. Il a tout faux. Moi, j'ai pensé, très sincèrement, sur la minute où j'ai découvert l'information, j'ai pensé que c'était les amis américains de l'intelligence artificielle de Gilbert Azoulay qui avaient créé un fake. Parce que très honnêtement, je dis non, c'est pas possible. L'IA aurait fait un meilleur. Peut-être, oui, ça aurait été plus soigné. Non, mais c'est pas possible à la fois. Enfin, tout a été dit, que le sujet aussi anecdotique soit un sujet dont le président de la République s'empare, qu'il s'en empare d'une façon aussi médiocre,
et en plus qu'il ne vérifie même pas à qui il parle et sur quel compte il s'exprime. Tout ça, on en vient effectivement à une banalisation de la parole présidentielle qui devrait être beaucoup plus solennelle, beaucoup plus pesée, et le titre du Parisien résume tellement bien la chose. C'est 36-15 j'existe, il est tellement en déroute aujourd'hui en termes de... Ça sent le sapin quand même. Hein. Pardon ? Ça sent le sapin politique. Oui, ça sent le sapin. Non mais écoutez, je regardais si Bruno Retailleau avait répondu. Il dit, si c'est le président qui le demande, un ministre est là pour délivrer. Donc 20 minutes nous dit, il a le sens de la hiérarchie, donc il a été contacté par la Dépêche du Midi, et il dit qu'il va réfléchir à la possibilité de régler des péages par téléphone sans contact. Le président m'avait fait passer un petit mot en Conseil des ministres, écoutez bien, pour me prévenir en disant, tu vois que je m'occupe des sujets importants. N'oublions pas que notre président est quand même responsable de la gabegie et du désordre total dans lequel se trouve notre pays aujourd'hui, avec effectivement un budget qui n'est toujours pas voté, avec des premiers ministres qui sont nommés et qui sont censurés quelques semaines après, et on n'est pas sûr que malheureusement ça n'arrive pas à François Bayrou. Enfin bon, et lui, il va se soucier effectivement de pouvoir payer par téléphone le président qui dit je m'occupe des sujets importants et pouvoir. Enfin, moi je vais vous dire, je circule sur le périph', j'ai vu plusieurs fois des gens regarder un film sur leur téléphone portable. Mais ça roule pas en même temps. Ça roulait pas mal quand même. Vous savez que le périph' à 50, ça roule beaucoup Crash, mieux. le film. Non, vous parliez de gabegie ce matin. On apprenait aussi qu'il y avait un fiasco qui a coûté 1 milliard à l'État sur l'histoire de l'immobilier, de cette plateforme. En fait, c'était une plateforme sur laquelle les propriétaires devaient renseigner la situation de leur logement, et il y a eu une gabegie absolument insensée, 56 millions d'euros. C'est le coût de l'outil, gérer mes biens immobiliers, et ça a coûté en tout 1 milliard pour un résultat nul. Donc peut-être qu'on peut commencer à faire du ménage. Des boîtes de conseil qui s'en sont occupées. Peut-être. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. 2 autres sujets dans l'actualité. Le cofondateur d'une entreprise de crypto-monnaie enlevé puis libéré. Alors coup de cœur pour les gendarmes qui ont fait un travail remarquable. En 48 heures, il a pu être localisé et libéré. Sa compagne également, qui était elle dans un autre lieu, dans une camionnette. C'est un travail remarquable qui a été fait par le GIGN. Le GPS de la voiture, que des braqueurs avaient été repérés. C'est un peu des pieds nickelés quand même. C'est un peu des pieds nickelés, mais bon. Ils connaissaient en techno parce qu'ils voulaient être payés avec un virement en crypto-monnaie. Effectivement, donc c'est la société Ledger qui est spécialiste en cryptage, justement, en sécurisation des crypto-actifs. 10 millions d'euros avaient été réclamés. Le doigt de David Ballan a été coupé. La photo a été envoyée à son cofondateur et c'est une histoire terrifiante quand on voit le pédigré de ceux qui ont été arrêtés. Alors ça s'appelle des jobbers, j'ai appris ce mot ce matin. Des jobbers, ce sont des mecs qui sont là pour faire le job. Ce sont des petites frappes, des petits délinquants à qui on donne des ordres. C'est la même chose. Tu les trouves sur les deep web. C'est la même chose pour les meurtriers à Marseille. C'est la même chose pour tout ce qui est homejacking. Je vous ai dit que moi j'avais des amis qui avaient été homejackés. Ce sont des délinquants qui ont 16-17 ans et qui sont les commanditaires, c'est ça, on saura peut-être. Et c'est ça. Et qui sont les commanditaires? Mais ça dit Thomas sur cette affaire avec un enlèvement donc qui est quand même. Oui. On franchit un cran là. On est au Mexique là. On franchit un cran. Et ce que je retiens, et c'est ce que disait la porte-parole de la gendarmerie nationale ce matin sur une autre radio, c'est que ça n'est pas un cas isolé. Et qu'en réalité, les cryptos sont en ce moment l'actualité avec les cryptos américaines et du groupe présidentiel. Donc on parle davantage encore de cette affaire-là liée à ce monsieur, chef d'entreprise. Mais depuis décembre, c'est plus d'une dizaine de cas sur lesquels le GIGN a dû intervenir pour des kidnappings en France de personnes, parfois personnes innocentes, très, très souvent. Et donc, c'est un changement de méthode sur des clans, sur du grand banditisme qui n'a plus aucune limite. On voit bien évidemment le cas de la DZ Mafia à Marseille, mais c'est aussi un cas en décembre d'un père dont le fils est entrepreneur à Dubaï et qui a été kidnappé dans les mêmes circonstances au mois de décembre. Et donc, ça n'est pas un cas isolé.
contrôlés, et c'est ça qui est aussi alarmant. Ce que je repère aussi dans cette affaire, ce qui m'a frappé, c'est qu'avant, on allait prendre des sacs, des montres, des bijoux. Là, ils sont arrivés avec les codes. Alors, vous savez qu'avec la blockchain, ça permet une intraçabilité des virements. C'est-à-dire qu'ils l'ont obligé à faire. Alors, comme ils ont été arrêtés, ils vont pouvoir retrouver, puisqu'il faut les codes. Ça, ils ont déjà tout retrouvé. Il faut les codes. Si vous n'avez pas le code, vous ne pouvez pas. Donc, avec la blockchain. Donc, c'est un peu une nouvelle forme de grand banditisme. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à porter. Il n'y a pas de sac de bourse ou de sac avec tous les chandeliers, comme faisaient les voleurs. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a frappé. Je me dis, ils viennent avec des clés USB ou je ne sais pas, ou des ordinateurs. Mais ça pose la question aussi qu'évoquait Bruno Retailleau ce matin de la condamnation des délinquants. C'est-à-dire qu'on a des gens qui n'ont jamais fait de prison et qui ont déjà été arrêtés pour... Mais ils ont pris des gens très jeunes pour le faire, Valérie, et on le voit bien dans le... 20-40 ans, c'est ce qu'il disait. Oui, mais ils sont quasiment 20 dans cette affaire. 20. Ouais. C'est une grosse opération. Il faut arrêter de se dire, il faut arrêter de traiter peut-être toujours comme juste un fait divers. C'est pas un fait divers. Il l'avait repéré, il savait où il habitait, qui il était, ce qu'ils étaient susceptibles d'obtenir de lui. Ils sont 20. Donc il y a eu des communications, il y a eu une planification. Ils avaient prévu des endroits, des voitures, etc., etc. Donc ça veut dire que c'est quand même une grosse OP, 20 personnes. Ça serait quand même intéressant de savoir qui a filé les renseignements, parce que les gens qui se font avoir, je vais vous donner, sans citer le nom de cette célèbre personnalité politique qui s'est retrouvée au deuxième tour de l'élection présidentielle, son numéro de téléphone privé avait été donné par une employée de SFR. Oui, bah oui. Et donc elle a commencé à recevoir des messages, des machins, etc. Il y a un employé qui a donné son truc. Mais ça peut être demain le mec qui vous installe le câble, le mec qui vos commandes sur des plateformes. Exactement. Et puis ça pose une deuxième question, c'est que ce monsieur Ledger, en effet, c'est une très grosse boîte qui va vraisemblablement exploser avec ce qu'on appelle le prochain bull run pour les crypto-monnaies, c'est-à-dire le boom des crypto-monnaies. Ledger, c'est vraiment une entreprise qui a beaucoup valorisé à plus d'1 milliard d'euros, a vendu plus de 7 millions d'appareils dans plus de 180 pays en 10 langues. Donc c'est une très grosse boîte. Ça marche très très bien. Ce monsieur a été un peu trop confiant. Quand vous pesez ce truc-là, que vous êtes susceptible d'être une cible, surtout quand vous faites un chiffre d'affaires comme ça, vous prenez quelques quand même. Il avance sous les radars, il va versant. Non, mais vous pouvez pas dire que c'est de sa faute. Je dis pas que c'est sa faute. Mais il s'est exposé. En cherchant un peu, j'ai vu plein de photos de lui avec ses associés, avec ses machins, etc. C'est très sympathique, c'est très bien, mais il y a aussi des menaces, il faut faire très attention aujourd'hui. Quand vous êtes un présentateur télé et vous vous retrouvez chez vous, homme jaqué, vous faites pas 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Je pense que les gens l'avaient repéré, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il tout soit passé sous les radars. C'est que même la police ne soit pas au courant qu'il y a 20 personnes qui sont en train de se préparer pour une opération de ce type. Moi, je voudrais relativiser un tout petit peu le fait, la technique en elle-même, le fait d'enlever quelqu'un, de réclamer une rançon, enfin c'est pas d'aujourd'hui. Chacun de nous a en mémoire des dizaines d'exemples de personnes qui malheureusement, pour elles, ont subi ce genre de drame. Et effectivement, c'est très regrettable pour Monsieur Balland, mais c'est pas une nouveauté. Et pour son épouse, ce qui est intéressant, c'est dans cette histoire, c'est effectivement que, comme le disait Gilbert Azoulay tout à l'heure, on est aujourd'hui des datas. On n'est plus des personnes, on est des datas, on est des données. Alors ces données, en l'occurrence dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont à la fois servi à monter l'opération, très certainement, effectivement, à obtenir les informations qui ont permis de le situer, de l'enlever, etc. Vous savez, les policiers, quand ils font l'enquête, ils regardent les Facebook des souvent. Mais elles ont permis aussi au GIGN d'identifier effectivement ces pieds nickelés, comme vous le disiez, parce qu'effectivement ils ont commis des erreurs. Donc on est plus que dans, à mon avis, une aggravation de la criminalité. On est surtout dans un changement de forme de criminalité et de difficulté aussi à lutter contre ça. Pour chacun d'entre nous, je ne parle pas des forces de l'ordre, mais de se protéger. Quand Arnaud dit il s'est exposé, oui, mais alors c'est sous prétexte qu'on dirige une grande boîte, on peut plus vivre normalement. Parce que ça va jusqu'où? Parce qu'en ce moment les homejackings, on en parle, pardon de vous interrompre, mais les homejackings, on en parle quand ce sont des célébrités. Maintenant, si vous interrogez la police, il y a énormément de homejacking aujourd'hui dans le 16e, dans le 7e, sur des avocats, des médecins, des hommes d'affaires. Qui ont été repérés par qui ?
Qui ont été repérés par les livreurs. Pardon, par les livreurs, par les installateurs. L'utilisation. Il y a quand même un vrai problème. Notre utilisation des réseaux sociaux nous rend extrêmement vulnérables. Je suis d'accord. Ouais. Alors, c'est tellement ça. Hein. Mais oui, vous avez raison. Action Directe avait enlevé. Ils avaient enlevé. Qui ils avaient enlevé? Le patron du patronat. Georges Besse, oui, c'est ça. Non, ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Non, c'est le baron Rampin avait été enlevé. Et le doigt avait été coupé. Et d'ailleurs, ils ont coupé le petit doigt de Monsieur Balland, comme ils avaient fait avec le baron Rampin. Il faut quand même se rappeler que ce geste-là leur vaut vraisemblablement 20 ans minimum. Hein. Oui, absolument. C'est le minimum. Le minimum. Voilà. Sauf s'il y a des mineurs. Non, 20-40 ans, c'est ce que j'ai lu à Papy. 20-40 ans. On va peut-être marquer une pause et puis on va parler de. Peut-être, Thomas, vous pourrez nous éclairer sur les services sociaux dans les départements et sur ce qui s'y passe avec la mort d'Amandine, 13 ans, morte de faim. Tyrannisée par sa mère, le parquet vient de requérir, la perpétuité pour la mère d'Amandine. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, un sujet grave, celui de ce qui s'est passé pour cette petite fille, 13 ans, qui est morte de faim. Elle était tyrannisée, martyrisée par sa mère. On apprend ce matin qu'il y a eu des alertes, que la protection de l'enfance avait été prévenue, que rien n'a été fait, qu'au moment du Covid, quand les écoles ont fermé, elle s'était effondrée en disant « je vais mourir ». Et elle est effectivement morte. Elle est morte de faim. Les images sont absolument tragiques. Moi, je m'interroge encore une fois sur la protection de l'enfance, sur la façon, on l'a évoqué plusieurs fois, sur ce qui est des foyers, où on a vu, suite à des reportages d'M6, que rien n'a vraiment bougé depuis, avec de la prostitution, avec des fugues, avec du trafic de drogue, et la difficulté de recruter aujourd'hui des gens qui s'occupent de ces enfants. Mais là, ça pose la question quand même des assistantes sociales. Thomas Alexhauser, vous qui... Oui, mais... Je pense qu'on ne peut pas faire la moindre généralité parce que ce cas présent de cette jeune fille Amandine, c'est malgré tout un cas abominable, totalement inimaginable, qui relève peut-être d'erreurs humaines. Mais dans ce cas-là, c'est une enquête administrative qui doit prouver les erreurs humaines causée par quelques individus de la chaîne. Mais ça ne peut pas être en l'occurrence toute la chaîne qui soit pointée du doigt par cette affaire-là, puisqu'il y a des gens formidables qui travaillent au quotidien pour aider les personnes placées, pour aider les personnes dans les centres. Vous avez raison de le dire. Mais là, on est sur une violence absolue, on est sur un climat familial où les frères et sœurs mentaient pour protéger la mère, et où les frères et sœurs ont même reconnu cette semaine au tribunal avoir menti pour cacher la vérité par peur de la violence physique, psychologique. Oui, une assistante sociale, elle est censée être formée pour détecter les mensonges et pour essayer de trouver la vérité. Oui, mais moi, je trouve que c'est une affaire qui est extrêmement dure, que lire le moindre papier relève de l'horreur, parce qu'on est quand même sur un système extrême dans lequel il y avait des caméras de surveillance où la jeune fille était nue au domicile pour éviter de cacher de la nourriture dans ses vêtements, sous-vêtements et ne sortait de son cagibi que pour faire du ménage. Donc je pense qu'on est sur un tel cas extrême qu'on ne peut pas en tirer des leçons sur les services de protection de l'enfance, dont à nouveau je veux quand même saluer le travail des membres qui le composent. Ouais, enfin là vous êtes un peu, enfin c'est votre rôle aussi peut-être, mais on voit qu'il y a quand même régulièrement des affaires assez graves, très très graves, qui font qu'il y a quand même un problème aujourd'hui sur la protection de l'enfance. Quand ça touche des enfants, évidemment c'est épidermique. La société, elle se réveille brutalement et on se réveille brutalement. Cela dit, moi c'est pas l'arbre qui cache la forêt, mais il se passe beaucoup de choses et ça remonte comme ça d'un seul coup. Et on entend beaucoup de choses. Alors peut-être pas, ça conduit pas à la mort des personnes, mais en tout cas des cas de maltraitance, il y en a souvent et ça remonte souvent. Donc c'est aussi vrai qu'il y a des personnes remarquables, c'est aussi vrai qu'il faudrait peut-être mettre des marqueurs, enfin des capteurs beaucoup plus prégnants. Dans l'éducation nationale, de ce point de vue-là, accueille les enfants 5 jours par semaine, presque 8 heures par jour. Donc on a de quoi, en tout cas, donner des alertes peut-être
et que ces alertes surtout soient auscultées, vérifiées et contrôlées, parce que c'est ça au fond qui remonte, c'est que on a fait plein de sources, plein de warnings et personne n'a bougé. Ouais. 15 000 agressions sexuelles sur des enfants qui sont placés en foyer. Au bout d'un moment, ça suffit. Maintenant, ça va. Ça va bien. Depuis les disparus de Lyon, on connaît aussi les problèmes qu'il y a eu dans la protection de l'enfance, dans la protection des handicapés, etc., etc. Tous les cas. Enfin, je veux dire, il y a des journalistes qui ont écrit des livres sur, par exemple, je pense à Robin D'Angelo qui a écrit un livre sur le porno, où il explique quand même que c'est le festival des foyers, hein, quand même. Hein. Bien sûr. C'est de la chair à canon du porno et de la prostitution. Ouais. Donc le boulot n'est pas fait. C'est pas un crime, c'est pas une insulte de dire ça pour les fonctionnaires. Il se trouve que c'est un état de fait. C'est pas une discussion. Oui, mais je ne vais pas réagir à chaud sur l'affaire Amandine pour pointer les irrégularités dont on ne connaît même pas la faute de... Non, mais c'est pas une discussion générale, et je comprends bien, mais c'est un état de fait. Je veux dire, la protection de l'enfance en France est une honte. Voilà, il faut le dire. Ça l'a toujours été. Les affaires des disparus de Lyon, on est dans les années 70. Tout le monde s'en est foutu. J'invite les gens à regarder cette suite de reportages qui a été faite par France 3, qui s'appelle sur le silence, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur ce qui s'est passé dans Lyon. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Et c'est partout en France. Il y a des dizaines de milliers d'enfants qui disparaissent en France. Tout le monde s'en tape. Tout le monde s'en tape. 15 000. Vous imaginez 15 000 en 10 ans. 150 000. Ouais. Genre, on n'est pas loin des chiffres de Telford et de Rotherham en Angleterre, hein, puisqu'on parle de 250 000. La loi sur l'éveil sexuel avait pour but, en tout cas, de sensibiliser les enfants au plus tôt pour justement éviter les dérives, pour éviter le silence. Mais vous avez eu au mois de novembre et consoeur Ophélie Meunier avait adressé une lettre ouverte au Premier ministre au moment d'un procès de 19 personnes qui comparaissaient pour avoir hébergé sans agrément et contre rémunération dans des conditions indignes, violentes et humiliantes des adolescents envoyés par l'ASE sous le couvert d'associations. Il y avait eu un reportage de Zone Interdite extrêmement fort dont je me souviens parfaitement, où une journaliste s'était fait embaucher sans aucune qualification dans un centre, dans un foyer d'aide sociale. La série de France 3, c'est La conspiration du silence. La conspiration du silence. La conspiration du silence, c'est à regarder, c'est très très dur. Ouais. Mais à regarder absolument. Pascal, il y a plusieurs sujets. Il y a les foyers. Je vais pousser le bouchon beaucoup plus loin. Et dire quelque chose de très très iconoclaste, mais on parle là effectivement des défaillances à plein de niveaux. Je pense que sur la protection de l'enfance, c'est certainement plus un problème de manque de moyens qu'un problème de mauvais esprit des personnes qui font ce métier, ô combien de dévouement la plupart du temps. Non, je vais vous pousser le bouchon encore plus loin. Est-ce que la problématique, et je n'ai pas la solution bien évidemment, ne se pose pas de se demander si aujourd'hui, dans ce 21e siècle débutant, on ne devrait pas s'interroger sur la capacité de chacun à faire des enfants ou pas. On demande un permis de conduire pour que quelqu'un se mette au volant d'une voiture, mais n'importe qui a le droit de procréer, et de procréer sans être forcément en position d'élever correctement cet enfant, sans en avoir forcément ni les moyens matériels, mais parfois intellectuels, moraux et psychiques. Je n'ai évidemment pas la solution, et ce que je dis quand je dis que je pousse le bouchon très loin, mais c'est volontairement, parce qu'effectivement aujourd'hui, si tous ces enfants sont en déroute, si tous ces enfants sont maltraités, si je ne sais combien d'enfants meurent tous les jours sous les coups de leurs parents ou des parents adoptifs ou des familles d'accueil, c'est d'abord qu'ils ont vu le jour dans des conditions où peut-être ils n'auraient pas dû voir le jour.